La neige fouettait mon pare-brise en stries fines et frénétiques, brouillant le monde en un lavis de gris et de blanc alors que j'entamais la dernière ligne droite vers la maison familiale en Alsace. J'avais conduit 5 heures à travers une tempête hivernale pour ça. Une chance de plus pour Noël. Une chance de plus d'appartenir à quelque chose. Mon coffre était rempli de cadeaux emballés, chacun choisi avec soin, chaque paquet étant un petit geste vers une famille qui m'avait toujours gardé juste à l'extérieur du cercle intime. Je me disais que cette année serait différente. Je me disais que Castille sourirait en ouvrant le sac à main de créateur que j'avais choisi pour elle. Que maman adorerait l'écharpe en cachemire. Que papa s'adoucirait enfin, même pour un instant. Mais au moment où je suis sortie de la voiture, le froid a mordu mon visage et mon téléphone s'est allumé avec un nouveau message. 8 mots. C'est tout ce qu'il a fallu pour me couper le souffle. Ne rentre pas. Cette année, c'est juste la famille immédiate. Je suis restée figée, mes bottes s'enfonçant dans la poudreuse fraîche. Castille, la famille immédiate? Comme si je n'étais pas née ici, comme si j'avais été une visiteuse dans ma propre vie. J'ai levé les yeux vers les fenêtres rougeoyantes de la maison de mes parents, dorées et chaleureuses à travers la neige qui tombait. La salle à manger était lumineuse, la longue table déjà dressée. Je pouvais voir des silhouettes bouger à l'intérieur. Ma mère lissant le chemin de table. Mon père ajustant sa cravate. Castille passant une main dans ses cheveux parfaits. Et juste à ma place habituelle, celle que j'avais occupée chaque Noël pendant près de 3 décennies, j'ai vu un homme se pencher en arrière sur la chaise comme s'il lui appartenait. Vianney, son fiancé. Ma place, l'espace qui avait toujours été le mien, avait disparu, remplacé sans hésitation. J'ai resserré ma prise sur mes clés. La neige tombait plus fort. Mon souffle se transformait en glace dans l'air. Et quelque part entre les phares et le froid et ce seul message texte, quelque chose en moi s'est fissuré net. Je n'ai pas bougé pendant un long moment. La tempête hurlait doucement autour de moi, chuchotant de la manière dont l'hiver le fait parfois quand il sait que vous ne tenez qu'à un fil. Avant de vous raconter comment cette simple exclusion a failli détruire toute ma famille et les envoyer derrière les barreaux, j'aimerais savoir qui est avec nous ce soir. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je lis tous vos commentaires, alors manifestez-vous. À travers la fenêtre de la salle à manger, je regardais ma famille comme une étrangère regardant une pièce de théâtre mise en scène. Papa a levé un verre, les épaules raides de fierté. Maman planait près de lui, souriant trop brillamment, et Castille, radieuse et douce dans un pull crème, riait de quelque chose que Vianney murmurait à son oreille. Ils avaient l'air parfait, comme la version carte postale d'un Noël alsacien. Une image qui n'avait pas de place pour moi. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un deuxième message de Castille. S'il te plaît, ne rends pas ça bizarre. On a promis aux parents de Vianney que ce serait intime. Intime? Un mot si tranchant qu'il aurait tout aussi bien pu être une lame. Je suis restée là dans la neige tourbillonnante, mes doigts engourdis, regardant les gens qui m'avaient autrefois appelé la leur se rassembler autour d'une table que j'avais aidé à dresser chaque année en grandissant. Le genre de table où nous placions des manelles quand j'étais petite. Le genre où j'ai appris à plier les serviettes juste comme maman aimait. Rien de tout cela ne comptait ce soir. Je n'étais pas nécessaire. Je n'étais même pas désirée. Une vague d'humiliation a roulé à travers moi, épaisse, chaude et vertigineuse. Je l'ai sentie monter de mon estomac à ma gorge. Une brûlure que je ne pouvais pas ravaler. Pendant des années, j'avais été la responsable, celle qui avait la tête sur les épaules, celle qui envoyait les cartes d'anniversaire en avance et se souvenait des anniversaires et essayait toujours de garder la famille connectée. J'avais même secrètement payé les arriérés d'hypothèque de cette maison il y a 3 ans. Mais Castille était celle qui brillait plus fort, celle qui correspondait à l'image, celle vers qui papa et maman se tournaient toujours instinctivement comme des plantes se penchant vers la lumière du soleil. Les phares d'un camion passant sur la route départementale ont brisé le moment. J'ai cligné des yeux, me forçant à revenir à la réalité, et j'ai détourné le regard de la fenêtre. Je me suis tournée vers ma voiture et j'ai tendu la main vers la poignée de porte, seulement pour qu'un autre son attire mon attention vers la maison. Un faible tintement, cristal contre cristal, un toast. La voix de papa portait à travers la cour, même à travers la tempête.
Confiante, fière, le ton qu'il réservait aux célébrations. Je ne l'avais jamais entendu l'utiliser pour moi. Ma gorge s'est serrée. Je me suis glissée sur le siège conducteur et j'ai laissé le silence m'envahir. Les cadeaux gisaient à l'arrière, emballés avec soin, enrubannés et étiquetés. Pour un instant, l'odeur de menthe poivrée et de pain remplissait la voiture grâce à la bougie que j'avais achetée plus tôt dans la journée. Tout était prêt pour une fête qui n'existait plus. Un Noël qui m'avait exclu avant même que j'atteigne l'allée. J'ai agrippé le volant et j'ai regardé droit devant moi. Des flocons de neige fondaient sur le pare-brise, laissant des traînées qui attrapaient la lumière du réverbère en motifs fracturés. Je n'avais pas remarqué que j'avais commencé à trembler jusqu'à ce qu'un sanglot monte sans invitation, et j'ai dû plaquer une main sur ma bouche. Je ne voulais pas pleurer. Je ne voulais pas qu'ils aient ce pouvoir. Mais la douleur était aiguë et immédiate, le genre qui perfore plutôt qu'elle ne contusionne. J'ai démarré le moteur. Le bruit sourd m'a donné une sensation de contrôle, aussi minime soit-elle. J'ai jeté un dernier regard vers cette maison qui avait été mon refuge, et qui était maintenant une forteresse dont le pont-levis avait été relevé. Vianney a levé son verre plus haut, et j'ai vu mon père rire. Il ne se souciait pas de savoir si j'étais arrivée saine et sauve. Il ne se demandait pas où j'allais dormir. Pour eux, j'étais juste un inconvénient logistique qui avait été géré par un SMS. J'ai passé la marche arrière. Les pneus ont crissé sur la neige verglacée. Je ne savais pas encore où j'allais, mais je savais une chose, je ne passerai pas la nuit devant cette porte comme un chien battu. Je suis parti, laissant derrière moi la chaleur dorée qui n'était plus la mienne, m'enfonçant dans la nuit noire de l'Alsace. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette nuit n'allait pas être une nuit de sommeil, mais le début d'un cauchemar qui allait tout changer. La chambre d'hôtel sentait le détergent bon marché et le tabac froid incrusté dans les rideaux, le genre d'odeur qui s'accroche à vos vêtements longtemps après votre départ. Je ne me souvenais pas avoir conduit jusqu'à Colmar, ni avoir monté les escaliers de cet établissement bas de gamme en périphérie de la ville. Mon esprit avait bourdonné trop fort, ma poitrine trop serrée. D'une manière ou d'une autre, j'avais atterri ici, fixant les murs beiges comme s'ils pouvaient répondre aux questions qui se dénouaient dans ma tête. J'ai laissé tomber mon sac sur le lit et j'ai sorti le sandwich triangulaire que j'avais acheté à la station-service. C'était mon dîner de Noël. Du jambon sous vide et du pain mou. J'ai pris une bouchée, mais elle avait le goût de la cendre. Je l'ai reposée. La solitude dans cette pièce était palpable, une entité physique qui s'asseyait sur ma poitrine et refusait de bouger. Dehors, le vent sifflait contre la vitre mal isolée, faisant trembler le châssis. Pour ne pas sombrer, pour ne pas laisser les larmes revenir, j'ai fait ce que je faisais de mieux. J'ai travaillé. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je suis Lison, experte en audit financier et en fraude. Mon travail consiste à trouver des motifs là où les autres ne voient que du chaos. C'est un mécanisme de défense. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne vous envoient pas de SMS pour vous dire que vous ne faites pas partie de la famille. Je voulais juste vérifier mes emails professionnels pour m'occuper l'esprit. Mais en ouvrant ma boîte de réception, une notification a clignoté dans le coin de mon écran. Ce n'était pas un mail du bureau. C'était une alerte personnelle. Il y a 2 ans, alors que mes parents commençaient à se plaindre de leur mémoire, j'avais installé un logiciel de suivi de patrimoine sur leurs comptes bancaires et ceux de l'entreprise familiale, la Faïencerie Mailleul. C'était pour les protéger contre les arnaques téléphoniques ou les erreurs de gestion. Je n'avais jamais eu besoin de l'utiliser sérieusement. Jusqu'à ce soir. L'alerte clignotait en rouge, mouvement des fonds suspect détecté. J'ai froncé les sourcils. C'était Noël. Les banques étaient fermées. Aucun mouvement ne devrait se produire sur les comptes de l'entreprise, surtout pas à 21h30 un 24 décembre. J'ai cliqué sur l'alerte. Mon cœur a sauté un battement, puis s'est mis à galoper. Un virement sortant. Pas une petite somme pour des cadeaux ou une facture oubliée. 200 000 €. J'ai relu le chiffre, pensant que mes yeux fatigués me jouaient des tours. 200 000 €. C'était l'intégralité de la trésorerie de réserve de l'entreprise, plus l'argent que papa gardait pour la modernisation des fours. C'était l'argent de leur retraite. C'était la vie de mon père, liquéfiée en une seconde. Le bénéficiaire ?
Une société nommée Vosges Consulting. Je n'avais jamais entendu parler de ce nom. Papa travaillait avec les mêmes fournisseurs depuis 40 ans. Il ne changeait jamais. Et il ne payait jamais personne le soir de Noël. Mes mains ont commencé à trembler, non plus de froid, mais d'une adrénaline glaciale. J'ai cliqué sur les détails de la transaction. L'adresse IP de l'appareil qui avait autorisé le virement s'est affichée. Je la connaissais par cœur. C'était l'adresse IP de la maison familiale. Le virement avait été fait depuis le salon où ils étaient tous en train de dîner. Une pensée terrifiante m'a traversée. Papa ne sait même pas utiliser l'application bancaire sur son nouveau téléphone. Il demande toujours à quelqu'un de l'aider. Qui était avec lui? Qui avait accès à ses codes? L'image de Vianney, assis à ma place, souriant, levant son verre, m'est revenue en plein visage. Vianney, le conseiller financier autoproclamé. Vianney, qui avait promis de moderniser la gestion de papa. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Castille. Je devais les prévenir. Je devais arrêter ça. Peu importe qu'ils m'aient rejeté, ils étaient en train de se faire voler sous leurs yeux. Ça a sonné une fois. 2 fois. 3 fois. Allô? La voix de Castille était pâteuse, joyeuse, et légèrement ivre. Castille, passe-moi papa. Tout de suite, ai-je dit, ma voix tranchante comme du verre. Lison? Elle a ri. Oh là là, tu appelles pour pleurer? On passe une super soirée, tu sais. Vianney a ouvert un château Margaux incroyable. Écoute-moi bien, ai-je sifflé. Il y a un virement de 200 000 € qui vient de partir du compte de l'entreprise. Qui a le téléphone de papa? Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis un bruissement. J'ai entendu la voix de Vianney en fond, moqueuse, distincte. C'est qui mon cœur? La vieille fille aigrie? Dis-lui d'aller se coucher. Castille est revenu au téléphone, sa voix durcie. Arrête tes paranoïas, Lison. Vianney gère tout. Il investit pour papa. Tu es juste jalouse parce qu'il est capable de faire fructifier l'argent mieux que toi. Ce n'est pas un investissement, c'est un vol. Castille, réveille-toi. Bonne nuit, Lison. Et joyeux Noël solitaire. Clic, elle avait raccroché. Je suis restée assise sur le bord du lit bon marché, le téléphone muet dans ma main. Le silence de la chambre d'hôtel semblait hurler. Ils ne me croyaient pas. Ils pensaient que j'étais le monstre jaloux qui voulait gâcher leur fête. Mais alors que je fixais l'écran de mon ordinateur, une nouvelle fenêtre pop-up s'est ouverte. Un email automatique de la banque, confirmant un changement de bénéficiaire pour l'assurance vie de mon père. La modification avait été faite il y a 10 minutes. Ce n'était pas juste un vol. C'était un démantèlement. Vianney n'était pas seulement en train de prendre l'argent. Il était en train d'effacer l'avenir de ma famille, pièce par pièce, tout en mangeant leur dinde. Et je savais, avec une certitude terrifiante, que je ne pouvais pas dormir cette nuit. Si je ne faisais rien, au matin, il ne resterait plus rien de la faïencerie Mailleul. Je n'ai pas dormi. Comment aurais-je pu? La colère avait brûlé les dernières traces de tristesse, laissant place à une clarté froide et métallique. Je n'étais plus la fille rejetée qui pleurait dans sa voiture. J'étais Lison, l'experte en jury-comptabilité qui avait fait tomber des cadres corrompus à la défense. Si Vianney voulait jouer avec les chiffres, il allait découvrir qu'il avait choisi la mauvaise famille. J'ai passé les heures suivantes à transformer cette petite chambre d'hôtel en centre de commande. J'ai connecté mon ordinateur portable à mon hotspot mobile pour sécuriser ma connexion. J'ai commencé à creuser. Vosges Consulting. Le nom semblait légitime en surface, mais dans mon métier, la surface n'est qu'un mirage. J'ai accédé au registre du commerce. La société avait été créée il y a 3 mois. Le capital social? 1 € symbolique. Le siège social? Une boîte postale dans une zone industrielle abandonnée près de Mulhouse. Pas de site web, pas d'employés déclarés, pas d'historique. C'était une coquille vide. Une société écran classique utilisée pour le blanchiment ou le détournement de fonds. Mais il me fallait plus. Il me fallait un lien direct avec Vianney. J'ai cherché son nom complet, Vianney Delacroix.
Rien d'officiel ne le liait à cette société. Il était malin. Mais les criminels financiers font toujours la même erreur, l'arrogance. Ils pensent que personne ne regardera les métadonnées. J'ai téléchargé les statuts constitutifs de Vosges Consulting. J'ai analysé le fichier PDF. Dans les propriétés du document, l'auteur n'était pas Vianney. C'était VD-Invest. J'ai croisé ce pseudo avec des forums de crypto-monnaies et des sites de poker en ligne. Bingo! Vianney Delacroix était un joueur compulsif, avec des dettes qui s'accumulaient plus vite que la neige dehors. Il ne volait pas pour investir. Il volait pour couvrir ses pertes. Imaginez un instant, vous découvrez que la personne qui s'apprête à épouser votre sœur est en train de ruiner vos parents pour payer ses dettes de jeu, mais votre famille vous traite de menteuse jalouse. Que feriez-vous à ma place? Continueriez-vous à vous battre pour eux, ou les laisseriez-vous subir les conséquences de leur aveuglement? Dites-moi honnêtement dans les commentaires ce que vous feriez. Fin appel à l'action 2. Vers 4 heures du matin, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang plus sûrement que la température extérieure. En fouillant dans les archives numérisées des factures de l'entreprise de mon père, auxquelles j'avais accès via le cloud de sauvegarde que j'avais moi-même installé, j'ai remarqué une anomalie dans les stocks. Depuis 2 mois, des cargaisons entières de céramique brute et de produits finis étaient marquées comme « rebut » ou « cassé ». Des tonnes de marchandises. C'était impossible. Mon père était un artisan méticuleux. Son taux de perte n'avait jamais dépassé 2%. Là, on était à 30%. Où allait cette marchandise? J'ai tracé les bons de livraison des déchets. Ils n'allaient pas à la décharge municipale. Ils étaient acheminés vers un entrepôt loué, par une filiale de Vosges Consulting. Vianney ne se contentait pas de vider les comptes bancaires. Il volait physiquement l'inventaire pour le revendre au marché noir ou à des concurrents peu scrupuleux, tout en déclarant des pertes pour réduire la valeur de l'entreprise. Pourquoi réduire la valeur? Pour la racheter pour une bouchée de pain? Non, c'était trop lent. Et là, la pièce manquante du puzzle est tombée. L'assurance. Si l'entreprise déclarait faillite suite à des pertes catastrophiques et des erreurs de gestion, l'assurance des stocks ne couvrirait rien. Mais si l'entreprise subissait un sinistre majeur? J'ai repensé au virement de 200 000 €. Pourquoi vider le compte maintenant? Parce qu'il n'aurait plus besoin de ce compte demain. Il préparait une sortie définitive. Mon téléphone a vibré. Un email automatique de l'agence immobilière locale. Une notification de mise en vente. Bien d'exception, terrain industriel et entrepôt, disponible immédiatement. Vente rapide souhaitée. C'était l'adresse de la faïencerie. La mise en vente avait été publiée il y a 2 heures. Je me suis levé, renversant ma chaise. Il allait tout vendre. Il allait prendre l'argent liquide de la vente rapide, les 200 000 € du compte, et disparaître, laissant mon père avec une entreprise vide, des dettes massives et une accusation potentielle de fraude fiscale pour les fausses déclarations de stock. Et le pire? Les documents de mise en vente portaient la signature électronique de mon père. Vianney l'avait manipulé pour qu'il signe sa propre mort financière, probablement en lui disant que c'était une restructuration administrative ou une optimisation fiscale. Je devais trouver une preuve physique. Les traces numériques étaient bonnes, mais pour la police, pour mes parents aveuglés, il me fallait du tangible. Je me suis souvenu de Lazare. L'ancien comptable de mon père. Un homme droit, vieux jeu, qui avait été licencié brusquement il y a 2 mois. Papa m'avait dit que Lazare était devenu sénile et incompétent. C'étaient les mots de Vianney, j'en étais sûr maintenant. Lazare devait savoir. Il avait dû voir les premiers signes. J'ai attrapé mon manteau. Dehors, il faisait encore nuit noire, et la tempête ne faiblissait pas. Mais je n'avais pas le choix. Je devais traverser cette tempête pour empêcher celle qui allait s'abattre sur ma famille au lever du jour. La voiture patinait sur les routes départementales non déneigées. Les essuie-glaces battaient frénétiquement, luttant contre la neige lourde et humide d'Alsace. Il était 6 heures du matin, le jour de Noël. Le monde était silencieux, endormi sous une couverture blanche trompeuse. Tout le monde dormait, sauf moi et le diable qui dînait chez mes parents.
La maison de Lazare se trouvait dans un petit hameau isolé, une vieille ferme rénovée qui sentait la fumée de bois et la solitude. J'ai garé ma voiture en travers de l'allée et j'ai couru vers la porte, martelant le bois de mes poings gantés. « Monsieur Lazare. C'est Lison. Lison Mailleul. Ouvrez, je vous en supplie. » Pendant une longue minute, rien. Juste le vent. J'ai eu peur d'être arrivé trop tard, ou qu'il soit parti passer Noël ailleurs. Puis, une lumière jaune s'est allumée au-dessus de la porte. Les verrous ont cliqueté, et la porte s'est entr'ouverte, retenue par une chaîne de sécurité. Le visage de Lazare est apparu dans l'entrebâillement. Il avait vieilli de 10 ans depuis la dernière fois que je l'avais vu. Ses yeux étaient cernés, ses cheveux gris en désordre. Il portait une robe de chambre en laine usée. « Lison ?» Sa voix tremblait. « Qu'est-ce que tu fais là ? » « C'est Noël. »« Je sais tout, Lazare. Je sais pour Vosges Consulting. Je sais pour les stocks volés. Je sais pourquoi Vianney vous a mis à la porte. » Ses yeux se sont écarquillés de terreur. Il a jeté un coup d'œil nerveux vers l'allée sombre derrière moi, comme s'il s'attendait à voir surgir des monstres. « Tu ne devrais pas être là. Il est dangereux, Lison. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Il a vidé les comptes cette nuit. 200 000 €. Il a mis l'usine en vente. Si on ne fait rien, mon père finira en prison pour fraude. » Lazare a fermé les yeux, une expression de douleur pure traversant son visage. « Mailleul, ce vieil têtu. Je l'avais prévenu. Ouvrez la porte, Lazare. Aidez-moi à le sauver. » La chaîne a glissé. Il m'a fait entrer et m'a conduite dans sa cuisine. Il faisait froid à l'intérieur, comme s'il économisait sur le chauffage. Sur la table, il y avait une pile de vieux cahiers à spirale. « Ils m'ont pris mon ordinateur portable quand ils m'ont viré », a dit Lazare en s'asseyant lourdement. Vianney a dit que c'était la propriété de l'entreprise. Il a effacé les disques durs devant moi. Mais il a oublié que je suis de la vieille école. Il a tapoté les cahiers. Je tiens un double. À la main. Chaque facture, chaque bon de livraison, chaque incohérence depuis que ce petit voyou a mis les pieds dans l'usine il y a 6 mois. J'ai ouvert le premier cahier. C'était une mine d'or. L'écriture serrée et méticuleuse de Lazare détaillait tout. Les fausses factures de rénovation signées par des entreprises inexistantes. Les ventes au noir. Et surtout, des notes sur les pressions subies. 12 octobre, Vianney m'a demandé de falsifier l'inventaire. J'ai refusé. Il a menacé de dire à Mailleul que je volais dans la caisse. 15 novembre, Mailleul m'a convoqué. Il ne m'a même pas regardé dans les yeux. Il a dit que j'étais dépassé. C'étaient les mots de Vianney dans la bouche de ton père. « Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police ?» ai-je demandé doucement. Lazare a relevé sa manche. Sur son avant-bras, une ecchymose jaunâtre s'estompait à peine. Parce qu'il m'a rendu visite la semaine dernière. Il a dit que si je parlais, l'accident de voiture que j'ai eu il y a 2 ans ressemblerait à une plaisanterie comparée à ce qui arriverait à ma femme. Il a regardé vers le salon où une photo de sa défunte épouse trônait, mais je comprenais qu'il parlait de sa sécurité à lui, de sa vie paisible qu'il ne voulait pas voir détruite. La rage a bouillonné en moi, chaude et violente. Vianney n'était pas juste un escroc. C'était un prédateur qui s'attaquait aux faibles, aux vieux, aux naïfs. J'ai besoin de ces cahiers, Lazare. Prends-les, a-t-il dit en les poussant vers moi. Sauve ton père. C'est un idiot, mais c'est un honnête homme. Il ne mérite pas ça. J'ai serré les cahiers contre ma poitrine. C'était la preuve physique. L'intention criminelle documentée. Mais il me manquait encore une chose, la preuve que Vianney agissait maintenant, aujourd'hui. Il me fallait le prendre la main dans le sac pour que la police intervienne immédiatement, avant qu'il ne disparaisse avec l'argent. Mon téléphone a vibré. Un message de Castille. Mon cœur a bondi d'espoir, pensant qu'elle s'était réveillée. J'ai ouvert le message. C'était une photo. Une photo de la table du petit déjeuner. Des croissants, du café, et Vianney embrassant Castille sur la joue. La légende disait, petit-déj de Noël en famille. Dommage que tu sois trop occupé à être aigri pour voir le bonheur.
Je n'ai pas répondu. J'ai zoomé sur la photo. Sur la table, à côté de la tasse de café de Vianney, il y avait un dossier bleu. Un dossier avec le logo d'une étude notariale suisse. Il n'allait pas attendre lundi. Il allait conclure la vente aujourd'hui, probablement avec un acheteur véreux qui se fichait des jours fériés. J'ai regardé Lazare. Merci. Vous venez de nous sauver. Je suis sorti en courant. La chasse était ouverte. Et j'allais devenir le chasseur. Je savais où il allait. Il y a un seul endroit à Colmar où l'on peut traiter des affaires discrètes un jour de Noël, le café Kléber, près de la gare. C'est là que les frontaliers et les voyageurs de passage s'arrêtent. C'est impersonnel, bruyant, et ouvert. J'ai envoyé un message à Vianney, je sais pour les 200 000. Je sais pour Lazare. Retrouve-moi au café Kléber dans 20 minutes où j'envoie tout à la police financière. Je savais qu'il viendrait. Les narcissiques ne peuvent pas résister à l'envie de contrôler le récit. Ils pensent toujours pouvoir vous parler, vous charmer ou vous menacer pour vous faire taire. Je me suis assise à une table au fond, le dos au mur, les cahiers de Lazare dans mon sac, mais une copie photocopiée bien en évidence sur la table. Vianney est arrivé 15 minutes plus tard. Il ne portait pas son pull de Noël ridicule de la veille. Il portait un manteau long en laine noire, col relevé, l'air d'un homme d'affaires pressé. Il a scanné la salle, m'a vu, et son visage s'est transformé. Le masque du gendre idéal est tombé, remplacé par une expression de mépris froid. Il s'est glissé sur la chaise en face de moi sans enlever son manteau. Tu es tenace, Lison. Je te l'accorde. C'est une qualité, parfois. Sa voix était douce, trop douce. Et toi tu es un voleur, Vianney. Un voleur médiocre qui laisse des traces partout. J'ai poussé la photocopie vers lui. Faux inventaire, blanchiment, abus de faiblesse sur personne vulnérable. Il a jeté un coup d'œil distrait au papier, puis a ri doucement. Un rire sec, sans joie. Abus de faiblesse? Ton père m'a supplié de l'aider. Il m'a supplié de sauver son usine poussiéreuse. Il a signé chaque papier, lisons. Chaque virement. Chaque fausse déclaration. Il s'est penché en avant, ses yeux plongeant dans les miens. Si je tombe, il tombe avec moi. Tu crois que la police fera la différence entre un vieil homme complice et un gendre serviable? C'était son levier. Il savait que je voulais protéger mon père. Rends l'argent, Vianney. Annule la vente. Et disparaît de nos vies. Je ne dirai rien si tu pars maintenant. Il a souri, et j'ai vu la noirceur derrière ses yeux bleus. Tu ne comprends pas, ma pauvre Lison. C'est déjà fini. L'argent est en Suisse. La vente est actée sous seng privé. Et Castille? Elle part avec moi ce soir. Mon sang s'est glacé. Quoi? On part en lune de miel anticipée. Elle est tellement excitée. Elle pense qu'on va aux Maldives. En réalité, on va juste traverser la frontière. Une fois en Suisse, elle ne sera plus ton problème. Elle sera ma femme. Et avec sa signature sur les comptes joints, elle sera ma complice parfaite. Il a attrapé la photocopie et l'a froissée en boule. Alors voici ton choix, grande sœur protectrice. Tu vas à la police maintenant, et ton père finit ses jours en prison pour fraude massive, ta mère se retrouve à la rue, et ta sœur, eh bien, elle sera détruite. Ou, tu te tais. Tu retournes à Paris. Tu nous laisses partir. Ton père fera faillite, oui, mais il restera libre. Et Castille vivra sa petite aventure jusqu'à ce que je me lasse d'elle. Il s'est levé, ajustant son écharpe avec une élégance qui me donnait la nausée. Tu as 1 heure pour décider. Si je vois une voiture de police, j'envoie les preuves de la complicité de ton père directement au procureur. J'ai tout préparé. Il s'est retourné et est sorti dans la neige, me laissant seul avec le bruit des tasses qui s'entrechoquaient et l'odeur de café brûlé. J'étais paralysée. Il avait tout verrouillé. Il tenait ma famille en otage, non pas avec des armes, mais avec leur propre confiance aveugle. Je tremblais de rage. Je voulais hurler. Mais en regardant sa silhouette s'éloigner à travers la vitrine, j'ai remarqué quelque chose. Il marchait vite. Trop vite. Il vérifiait son téléphone frénétiquement.
Il avait peur. Mon bluff sur la police financière l'avait secoué plus qu'il ne voulait le montrer. Il précipitait son départ. Ce soir, avait-il dit. Si je ne pouvais pas le stopper légalement sans incriminer mon père, je devais le stopper physiquement. Je devais l'empêcher de passer cette frontière avec l'argent et ma sœur. Je suis sorti du café. Je n'allais pas retourner à Paris. J'allais retourner dans la fosse aux lions. J'allais retourner à la maison. Je suis arrivé devant la maison de mes parents 20 minutes plus tard. La voiture de Vianney n'était pas encore là. Il devait être allé chercher quelque chose ou finaliser ses arrangements. C'était ma chance. J'ai couru vers la porte d'entrée. J'ai essayé la poignée. Verrouillée. J'ai sonné, frappé, martelé le bois verni. Maman. Papa. Ouvrez. C'est urgent. Les rideaux du salon ont bougé. J'ai vu le visage de ma mère, pâle et fermé. Puis la porte s'est entr'ouverte, mais seulement de quelques centimètres, retenue par le corps de ma mère qui bloquait le passage. Va-t'en, Lison, a-t-elle dit, sa voix tremblante mais dure. Vianney nous a appelés. Il a dit que tu l'avais menacé au café. Que tu essayais de lui extorquer de l'argent. Quoi? Maman, c'est absurde. Il vous vole. Il a pris 200 000 € cette nuit. C'est pour un placement, a crié ma mère, les larmes aux yeux. Pourquoi tu ne peux pas supporter que ta sœur soit heureuse? Pourquoi tu dois tout gâcher avec ta jalousie maladive? Depuis que tu es petite, tu es comme ça. Froide. Calculatrice. Les mots m'ont frappé comme des pierres. C'était donc ça qu'il pensait de moi? Que mon pragmatisme, mes efforts pour les protéger, n'étaient que de la froideur? Maman, regarde-moi. Je suis ta fille. Je t'ai acheté cette écharpe en cachemire que tu aimes tant. J'ai payé l'hypothèque il y a 3 ans quand papa a eu sa crise cardiaque, et je ne vous l'ai jamais dit pour ne pas blesser sa fierté. Elle s'est figée un instant, la surprise traversant son visage. Mais le poison de Vianney était trop puissant. Tu mens, a-t-elle chuchoté. Vianney a dit que c'était la banque qui avait fait une erreur en notre faveur. Tu essaies juste de te donner le beau rôle. Elle a commencé à fermer la porte. Maman, non. Il va emmener Castille en Suisse ce soir et vous ne la reverrez plus. La porte a claqué. J'ai entendu le verrou tourner. Double tour. Je suis resté là, sur le paillasson, bienvenu, qui semblait se moquer de moi. La neige tombait sur mes cheveux, se mêlant à mes larmes chaudes. J'étais exclu. Totalement, complètement renié. Pour un homme qu'il connaissait depuis 6 mois. J'ai reculé vers ma voiture, chancelante. J'avais envie d'abandonner. De démarrer, de retourner à ma vie ordonnée à Paris, et de les laisser couler. Il l'avait choisi, après tout. Pourquoi devrais-je me battre pour des gens qui me verrouillent la porte au nez? Je me suis assise au volant, la tête sur les mains. J'ai respiré, essayant de calmer les battements erratiques de mon cœur. Puis, mon téléphone a émis un petit « ping ». Une notification de l'application de sécurité de l'usine. Mouvement détecté. Zone, entrepôt principal. Porte arrière forcée. C'était Vianney. Il n'attendait pas. Il allait chercher ce qui restait de valeur, ou peut-être des documents compromettants cachés là-bas avant de fuir. Et s'il était là-bas, il n'était pas avec Castille. Et surtout, s'il était à l'usine, il était sur mon terrain. Pas dans la maison chaleureuse où il manipulait les émotions, mais dans le froid industriel, parmi les machines et les stocks. Là où les faits régnaient. J'ai essuyé mes larmes d'un revers de manche brutal. La tristesse s'est évaporée. Il ne restait plus que la détermination. Je ne faisais pas ça pour qu'il m'aime. Je faisais ça parce que c'était juste. Et parce que personne, absolument personne, ne vole ma famille sans en payer le prix. J'ai démarré le moteur. Direction l'usine. L'usine de mon père était un bâtiment de briques rouges du 19e siècle, situé au bord d'un canal gelé. C'était un endroit sombre, plein d'ombre et d'écho. J'ai garé ma voiture loin, cachée derrière des conteneurs, et j'ai approché à pied. La porte arrière était effectivement entr'ouverte. La serrure avait été forcée, le bois éclaté. À l'intérieur,
c'était le silence total, à l'exception du goutte à goutte d'un tuyau qui fuyait. L'odeur de terre glaise humide et de poussière m'a enveloppé, une odeur d'enfance qui me serra le cœur. J'ai avancé doucement, sans allumer ma lampe de poche, me guidant à la faible lueur des lucarnes enneigées. J'ai entendu des voix venant du bureau de direction, à l'étage, sur la passerelle métallique. Je me suis glissé sous l'escalier en colimaçon. Les voix résonnaient dans le hangar vide. Dépêche-toi, bon sang. Trouve la combinaison. C'était Vianney. Sa voix était stridente, paniquée. Je ne sais pas, Vianney. Papa ne me la donne jamais. C'était Castille. Elle pleurait. J'ai levé les yeux à travers les grilles des marches. Je pouvais les voir. Vianney était devant le vieux coffre-fort mural. Il tenait un pied de biche. Castille était recroquevillé sur le vieux canapé en cuir, serrant son sac à main. « Tu es inutile », a hurlé Vianney en frappant le coffre avec le métal. Le bruit a résonné comme un coup de feu. « Ton père m'a dit qu'il gardait du liquide ici. Où est-il ? Je veux rentrer à la maison », a sangloté Castille. « Tu m'as fait mal au bras. Tu n'es pas toi-même. Je suis exactement moi-même. C'est toi qui as été assez stupide pour croire au prince charmant. » Il s'est retourné vers elle, le pied de biche à la main, menaçant. « Écoute-moi bien, petite idiote. On doit partir dans 1 heure. Si tu ne trouves pas ce code, je te laisse ici et je pars seule. Et tu sais ce qui va se passer ? La police viendra, et ils trouveront ta signature sur tous les documents frauduleux. C'est toi qui iras en prison, pas moi. J'ai tout mis à ton nom. » Castille a poussé un cri d'horreur pure. La vérité venait de la frapper de plein fouet, brisant son monde de rêve. C'était le moment. Je ne pouvais plus attendre. Je n'avais pas d'armes, pas de force physique pour battre un homme enragé. Mais j'avais l'avantage du terrain. Je connaissais cette usine par cœur. Je savais où étaient les disjoncteurs. Je savais comment faire peur. Je me suis dirigé vers le tableau électrique principal au rez-de-chaussée. J'ai attrapé le micro du système de sonorisation interne, celui que papa utilisait pour appeler les ouvriers. Il était vieux, grésillant, mais il fonctionnait. J'ai pris une grande inspiration. Puis j'ai coupé le courant général. L'usine a plongé dans le noir total. Castille a hurlé. J'ai allumé le micro. Ma voix a tonné dans le hangar, amplifiée, déformée, venant de partout à la fois, comme la voix de Dieu ou d'un fantôme vengeur. « Bonsoir, Vianney. » « Qui est là ?» La voix de Vianney s'est brisée, montant dans les aigus. J'ai entendu le cliquetis du pied de biche tombant au sol. « Tu connais les chiffres, Vianney, mais tu ne connais pas cette maison, » ai-je dit dans le micro, ma voix résonnant contre les murs de briques froides. « Tu as volé 200 000 euros. Tu as volé les stocks. Mais tu as fait une erreur. » Lisons. C'était Castille, sa voix tremblante d'espoir et de peur. « Sors de là, Castille. Descends l'escalier, maintenant, ai-je ordonné. » J'ai entendu des pas précipités sur la passerelle métallique. « Tu ne vas nulle part », a rugi Vianney. Il y a eu un bruit de lutte, un cri étouffé. Mon sang a bouilli. Il l'avait attrapé. J'ai lâché le micro et j'ai couru vers l'escalier. Je ne pouvais plus jouer au fantôme. Je devais me battre. J'ai allumé la lampe torche de mon téléphone, le faisceau tranchant l'obscurité poussiéreuse. En haut des escaliers, Vianney tenait Castille par les cheveux, un bras autour de son cou. Dans l'autre main, il tenait un cutter qu'il avait dû trouver sur le bureau. Ses yeux étaient fous, dilatés par la panique. « Recule » a-t-il crié en me voyant monter. « Recule ou je lui ouvre la gorge. » Je me suis figé à mi-chemin, Castille pleurait silencieusement, ses yeux grands ouverts fixés sur moi. « Lâche-la, Vianney. C'est fini. La police est en route. » J'ai déclenché l'alarme silencieuse en entrant. C'était un mensonge, mais je devais gagner du temps. « Menteuse. Tu bluffes. » Mais il a jeté un coup d'œil nerveux vers les fenêtres. « Regarde ton téléphone, » ai-je dit calmement, montant une marche de plus. « Regarde tes comptes au Caïman. Ils sont gelés. J'ai envoyé les preuves à la cellule Tracfin il y a 1 heure. Tu es ruiné.
Encore un mensonge partiel, mais plausible pour un esprit paranoïaque. Son visage s'est décomposé. Pendant une fraction de seconde, son attention a vacillé. Il a desserré sa prise sur Castille pour regarder vers sa poche. Maintenant, Castille. Mords-le, ai-je hurlé. Castille, ma petite sœur douce et passive, a planté ses dents dans le bras de Vianney avec la force du désespoir. Il a hurlé de douleur, lâchant le cutter. Castille s'est dégagé et a dévalé les escaliers vers moi. Je l'ai attrapé et poussé derrière moi. Vianney, fou de rage, a ramassé le cutter et s'est jeté sur nous. Je vais vous tuer toutes les deux. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai levé mon sac lourd, rempli des cahiers de comptabilité de Lazare, et je l'ai balancé de toutes mes forces. Le sac l'a frappé en plein visage au moment où il sautait. Il a perdu l'équilibre, a trébuché sur la première marche et a dégringolé l'escalier en métal dans un fracas terrible d'os et de ferraille. Il a atterri en bas, inerte, dans un tas de poussière. Le silence est retombé sur l'usine, lourd et suffocant. Castille s'accrochait à mon manteau, tremblant violemment. Est-ce qu'il est mort? J'ai éclairé le corps avec ma lampe. Il a gémi et a bougé une jambe. Non, ai-je dit, sentant mes genoux flancher sous le contre-coup de l'adrénaline. Malheureusement non. Mais il ne va pas se relever tout de suite. C'est à ce moment-là que les lumières bleues ont commencé à danser sur les murs de l'usine à travers les lucarnes hautes. Les sirènes ont hurlé dehors. Je n'avais pas menti, finalement. Quelqu'un avait appelé la police. La porte principale de l'usine s'est ouverte avec fracas. Police. Ne bougez plus. Et derrière les uniformes, une silhouette familière s'est précipitée, essoufflée, le visage tordu par l'angoisse. C'était papa. Papa s'est figé en voyant la scène. Vianney gémissant au sol, le visage en sang. Castille blotti contre moi, son pull déchiré. Moi, debout comme une statue vengeresse, mon sac serré dans mes mains comme une arme. Lisons? Castille? Sa voix s'est brisée. Qu'est-ce que? Il essayait de nous tuer, papa, a sangloté Castille en courant vers lui. Il voulait voler l'argent du coffre. Il a tout avoué. Les policiers ont menotté Vianney. Il a commencé à crier, crachant du sang. C'est elles. Elles sont folles. Elles m'ont agressé. Mailleul, dis-leur. Dis-leur que je suis ton associé. Papa a regardé Vianney, puis moi. Il a vu les cahiers de Lazare dépasser de mon sac. Il a vu la serrure forcée du coffre. Et soudain, le voile qui couvrait ses yeux depuis des mois s'est déchiré. Il a vu le monstre pour ce qu'il était. Il s'est approché de Vianney, tremblant de rage contenue. Tu as touché à mes filles, a-t-il dit doucement, d'une voix que je ne lui connaissais pas, tu as volé mon argent, passe encore. Mais tu as touché à mes filles. Il s'est tourné vers l'officier de police. Je porte plainte. Pour tout. Vol, abus de confiance, tentative de meurtre. Emmenez-le loin de ma vue. Quand la police a emmené Vianney, l'atmosphère dans l'usine a changé. L'adrénaline est retombée, laissant place à un froid intense et à une douleur sourde. Maman est arrivée quelques minutes plus tard, conduite par un voisin qui avait vu les gyrophares. Quand elle a vu Castille blessé, elle s'est effondrée. Mais le moment le plus dur n'était pas l'arrestation. C'était après. Nous étions tous les quatre debout dans le bureau froid de l'usine, sous la lumière crue des néons que la police avait rallumés. J'ai sorti les cahiers de Lazare et les ai posés sur le bureau. Il faut qu'on parle, ai-je dit. Maintenant. J'ai tout exposé. Les 200 000 €. La vente de l'usine. Les fausses signatures. J'ai parlé avec ma voix professionnelle, factuelle, sans émotion, parce que si je laissais l'émotion entrer, je m'effondrerais. Papa a feuilleté les cahiers, ses mains tremblantes sur les pages. Il a pleuré. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de honte. Un homme fier, brisé par sa propre naïveté. Je voulais juste... a-t-il chuchoté. Je voulais juste laisser quelque chose de bien pour vous. Je me sentais vieux. Inutile. Il m'a fait croire que je pouvais être un grand homme d'affaires encore une fois. Maman pleurait en silence, tenant la main de Castille.
Elle ne me regardait pas, et toi, Lison? A dit papa en levant les yeux vers moi. On t'a traité comme une ennemie. On t'a mise dehors le soir de Noël. J'ai serré les dents. C'était le moment que j'attendais. Le moment de la vindicte. Je pouvais leur crier dessus. Je pouvais dire, je vous l'avais bien dit. Je pouvais partir et les laisser avec leur honte. Mais en regardant mon père, voûté et vieux, et ma mère, petite et effrayée, et ma sœur, traumatisée, je n'ai pas ressenti de triomphe. Juste une fatigue immense. Vous m'avez fait mal, ai-je dit simplement. Plus que vous ne le saurez jamais. Ce SMS. Famille immédiate, c'était comme un coup de couteau. Le silence était lourd. Mais je ne suis pas revenu pour vos excuses, ai-je continué. Je suis revenu parce que c'est ce qu'on fait dans une famille. On se protège, même quand on ne s'aime pas. Même quand on est en colère. Castille s'est détachée de maman et est venue vers moi. Elle m'a pris dans ses bras, serrant fort. Pardon, Lison. Pardon, pardon, pardon. J'étais tellement stupide. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'avais vraiment une sœur. Pas une rivale, pas une enfant gâtée, mais une sœur. Les jours suivants ont été un flou de déposition, d'avocats et d'auditions. Grâce à mon intervention rapide et aux preuves accumulées, nous avons pu prouver que mon père avait été manipulé. Vianney avait fait l'erreur de garder des enregistrements de ses propres manigances sur un cloud non sécurisé que la police a saisi. Il avait prévu de faire chanter mon père plus tard si nécessaire. Ces enregistrements ont servi à l'innocenter, prouvant l'abus de faiblesse. L'usine a été sauvée de justesse. L'argent viré a été bloqué par la banque in extremis grâce à mon alerte précoce. Ce n'était pas sans conséquences, bien sûr. Il y avait des amendes, des redressements, et la réputation de l'entreprise a pris un coup. Mais elle était toujours debout. Le jour du Nouvel An, je préparais mes valises pour retourner à Paris à l'hôtel. Je n'avais pas dormi chez mes parents. J'avais besoin de cette distance. Je ne pouvais pas simplement effacer le rejet. On a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel. C'était papa. Il tenait une boîte en carton. Je peux entrer? J'ai hoché la tête. Il a posé la boîte sur le lit. À l'intérieur, il y avait les décorations de Noël de mon enfance. La vieille étoile un peu tordue que j'avais fabriquée à 5 ans. Ma chaussette brodée. On a défait le sapin ce matin, a-t-il dit maladroitement. C'était faux. Tout ce Noël était faux. On veut le refaire. Il m'a regardé, ses yeux bleus humides. Lison, je sais qu'on ne peut pas réparer ce qu'on a cassé en une journée. Mais s'il te plaît. Viens dîner ce soir. Juste nous. Pas de fiancés, pas d'invités. Juste, la famille immédiate. La vraie. Celle qui inclut la fille qui nous a sauvés. J'ai regardé l'étoile tordue dans la boîte. J'ai pensé à mon appartement vide à Paris. J'ai pensé à la haine qui m'avait tenu chaud pendant 2 jours, et à quel point elle était épuisante. D'accord, ai-je dit. Mais c'est moi qui choisis le vin. Et plus jamais, jamais vous ne me laissez dehors dans la neige. Promis, a dit papa, et pour la première fois, je l'ai cru. Ce soir-là, nous avons dîné. Ce n'était pas parfait. Il y avait des silences gênés. Maman avait encore du mal à me regarder dans les yeux sans pleurer. Castille sursautait au moindre bruit fort. Mais c'était réel. Il n'y avait pas de mensonge, pas de faux semblants. Juste 4 personnes brisées essayant de recoller les morceaux ensemble. J'avais retrouvé ma place à table. Et cette fois, je savais que personne ne pourrait plus jamais me l'enlever. Il a fallu 6 mois pour que Vianney soit jugé. Il a pris 5 ans ferme pour escroquerie, abus de confiance et violence. Castille va en thérapie. Elle a repris ses études et travaille à mi-temps à l'usine pour aider papa. Elle a grandi, d'une manière douloureuse mais nécessaire. Quant à moi, je suis toujours à Paris, mais je rentre un week-end sur 2. J'ai appris quelque chose d'important cette nuit-là. La famille, ce n'est pas seulement le sang. Ce n'est pas un droit acquis. C'est un choix. Ils avaient choisi de m'exclure, et j'ai choisi de revenir pour les sauver. C'est ce choix qui fait de nous une famille, pas les photos souriantes sur la cheminée. Parfois,
Il faut que tout brûle pour qu'on puisse voir ce qui est solide dans les cendres. Mon cœur a eu froid ce Noël-là, plus froid qu'il n'a jamais eu. Mais en traversant ce froid, j'ai trouvé une force que je ne soupçonnais pas. Et j'ai forcé ma famille à voir la vérité, aussi laide soit-elle. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si vous avez déjà ressenti cette douleur d'être l'outsider dans votre propre famille, ou si vous avez dû vous battre pour sauver des gens qui ne voulaient pas être sauvés, mettez un « j'aime » à cette vidéo. Partagez votre histoire dans les commentaires, cela aide vraiment notre communauté à se sentir moins seule. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires de résilience et de vérité. Prenez soin de vous, et rappelez-vous, votre place à table, c'est vous qui la définissez. À la prochaine. Épilogue, non lu, juste pour la clôture émotionnelle, la neige tombe encore sur l'Alsace aujourd'hui, mais je ne la regarde plus avec peur. Je la regarde comme une page blanche. Et cette année, je sais exactement ce que j'écrirai dessus. See if I can actually reload my shaders this time. I didn't mute myself to figure out pubs. Okay. Where the fuck is my team? Or the beep? Yeah, Tommy, they added new Lord proficiency stuff, meaning if you want to reach the max rank on your character to get the legendary title and the moving Lord icon, you need to have over 100 hours on that character. Huh? When I want to do that, that sounds miserable. It does sound miserable. Yeah. The max level you need to get everything on your character is level 75. And with my 40 hours of Hawkeye and Punisher, the points only translated to being level like 22. Okay, 40 hours of it. I kinda have to go to the point. Oh, we're in the live room. That's fine. It's Monday! Slurs and stuff. Yeah, I don't think you understand how many racial slurs Lightning actually says. I actually say that I'm cooler. Guys, you actually have no idea the things that Doug says off camera. There's a reason why Misty Nova's not here right now. What? I'm on my way, please don't get off point. Boing! She was actually planning on playing rematch with some coworkers. Wow. Just leaving you in the dust is crazy. You know, I was like 2 seconds from jumping until you actually told me to play one. No, I stepped off the bridge and I drove home. I jumped off the bridge and I went home. I jumped off? No. That's all I was thinking about. I jumped off the bridge and I went home. I know that's not what you said, but that's what I was thinking. Okay, let's give it another shot. Goodness, this book had pictures. Bang hammer. Just keep on pushing them. This game has been like shit. Oh, bro.
We've been in that match for 12 minutes. How is it not over yet? Match is crazy. What game mode is it? We're not playing comp. Literally about to end. I meant, like, is it like domination? Yeah, it's, yeah. Oh, it's not domination. No, it is. Dominate the point. She's muted right now, and she's like yelling. Oh, I didn't realize it. I'm just upset right now. I got God. Deadpool is fun. It's just our team was kind of ass. Woman have the most kills and damage. I don't know. Our team was just never there though. That was the problem.